C'était intéressant de voir, on en parlera d'ailleurs sur les bonnes pratiques au Québec, notamment en termes de soutien aux professionnels et aux cadres. Excellent. Eh bien, on va démarrer l'enregistrement. On est très heureux de vous accueillir toutes et tous à ce webinaire. Donc, le sujet qu'on va adresser aujourd'hui avec Émilie ici présente, donc c'est comment soutenir le personnel encadrant, donc hospitalier, sur le plan humain et managérial, avec des perspectives internationales. Donc, voilà, donc, très heureux de t'accueillir, Émilie. Bienvenue. Merci, merci beaucoup de m'avoir invité à partager mes découvertes avec vous. Voilà, donc pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Martin Louvel, je suis président cofondateur de Chakari, dont la mission est de prendre soin des professionnels de santé. On propose la première plateforme de coaching 100% dédiée aux acteurs de santé. Et l'objectif de nos webinaires, c'est vraiment de favoriser le partage de bonnes pratiques sur toutes les initiatives qui viennent du monde de la santé pour créer des lieux où il fait bon travailler et bon être soigné. Et à ce titre, je suis ravi d'accueillir Émilie, qui a un parcours très international. Donc, Émilie, je te propose de commencer par te présenter. Avec plaisir. Donc, à la base, moi, je suis directrice d'hôpital. J'ai fait l'EHESP il y a quelques années déjà. Et donc, en sortie d'école, j'ai occupé 2 postes. J'ai d'abord été directrice du pôle de gérontologie et pédopsychiatrie à l'hôpital de Chartres pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai été DRH adjointe et DRH au groupe hospitalier Paris-Seine-Saint-Denis de la PHP, donc Avicenne, Jean Verdier et René Muret. Et donc, en 2017, j'ai pris une disponibilité pour suivre mon conjoint aux États-Unis. Et donc, depuis 2017, je me dédie à l'échange de bonnes pratiques entre les systèmes de santé dans le monde. Et donc, je collabore notamment avec Dialogue Health, qui est une entreprise française qui organise des voyages d'études dans le monde de la santé et du médico-social, donc vraiment tous les thèmes. Donc, on emmène des délégations, par exemple de la FEAP, de la FHP, à l'étranger pour découvrir des bonnes pratiques sur un thème qui les intéresse. Et puis, on a aussi des clients en Australie, au Brésil, au Kazakhstan, donc c'est assez passionnant. Et donc, comme vous l'imaginez, le Covid, c'est compliqué. Donc, en 2020, on a commencé à faire des visites d'études virtuelles. Donc, on a créé un site qui s'appelle e-journée, on appelle ça e-journée, les visites d'études virtuelles. Et en fait, on envoie des caméramans dans des hôpitaux ou des EHPAD qui ont des pratiques particulièrement intéressantes pour filmer, interviewer les directeurs, les médecins, les soignants et comprendre vraiment comment ils développent cette bonne pratique et puis comment on pourrait s'en inspirer. Avec vraiment l'idée de transférer les innovations, les manières de faire. Et donc là, pour l'instant, on a 6 e-journées qu'on a finalisées et on en a une vingtaine en cours de production pour l'année 2021. Donc ça fonctionne assez bien, en espérant pouvoir revoyager bientôt, un jour, pour du coup avoir les 2 éléments complémentaires. D'accord, donc vous avez développé le voyage virtuel, Exactement, cette intention vraiment de fédérer autour des bonnes pratiques en termes de gestion hospitalière, aussi bien du côté organisation que du côté patient. Donc, exactement. n'hésitez pas à aller sur le site internet. Oui, je vous mettrai le lien. Si... Et puis, je vois qu'Evelyne a fait référence à un de tes articles. Merci beaucoup. On a des personnes de Oui, managers donc santé connectées voilà, avec nous en aussi plus. au Québec. Et effectivement, très bel article qui apporte vraiment du concret. Donc, justement, c'est ce qu'on souhaite vous apporter aujourd'hui, des exemples concrets qui viennent de différents pays pour prendre un peu de la hauteur par rapport à ce marathon sanitaire qu'on traverse. Et la manière dont nous avons préparé ce webinaire, Émilie, c'est justement de s'intéresser aux grands défis. Et d'ailleurs, on a envie de vous poser la question de se dire quel est selon vous le plus gros défi du personnel encadrant hospitalier en ce moment. Je dirais, outre la gestion de la crise sanitaire qui forcément… voilà, donc je vais l'envoyer au chat et n'hésitez pas à partager vos apports, à partager vos questions tout au long de ce webinaire pour que ce soit vraiment interactif et vivant. Oui, peut-être du coup commencer sur l'idée dont moi j'ai voulu appréhender ce problème. Bon, déjà en tant qu'ancienne DRH, depuis le début de les problématiques des cadres et les difficultés
des équipes et de l'encadrement et des médecins à l'hôpital, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe et qui me tient beaucoup à cœur. Dans mes différents postes, j'ai pu mener des actions, voilà, avec l'ambition qu'elles avaient, qui était, bon, j'espère qu'elles ont fait une petite différence, mais bon, je sais bien que le problème est très grand. Et du coup, l'idée, voilà, je vois qu'il y a des questions qui commencent à venir, c'est vraiment de partir de vos problèmes et des problèmes de l'encadrement pour essayer de trouver des réponses. En fait, depuis 3 ans, là, vraiment, je m'intéresse pas mal aux approches liées au design. Le design en santé, les approches du design. Et l'idée, c'est un peu au lieu d'essayer de trouver des solutions de notre bureau ou même en discutant entre nous, entre directeurs, entre cadres, entre encadrement supérieur, ce que moi je faisais d'habitude, hein, clairement, c'est de partir vraiment, de retourner un peu la balance et de partir des problèmes des équipes et des cadres sur le terrain pour essayer d'apporter des solutions concrètes. Et du coup, c'est une manière de faire intéressante. Donc là, les exemples qu'on prend, ils étaient là-dessus. Pour moi, le problème des cadres, j'imagine le problème des cadres aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir des équipes en nombre motivées, enfin motivées autant que possible, pas trop épuisées et qui réussissent à faire leur travail. Je pense que j'imagine qu'on doit être un peu dans la survie et j'imagine très bien à quel point ça doit être difficile. Donc effectivement, on a Maud qui partage avec nous le plus gros défi que traversent les équipes au quotidien sont la gestion du stress, des patients, des familles et soignants, bien sûr. Céline aussi nous dit favoriser, maintenir une qualité de vie au travail. Donc absolument, on va couvrir ces thèmes tout au long de notre webinaire. Et effectivement, ça fait écho avec le premier sujet que nous avions identifié, Émilie, qui est l'attractivité et la fidélisation, c'est-à-dire comment arriver déjà à maintenir une équipe stable. Et à ce titre, tu souhaites nous parler de l'exemple de l'hôpital magnétique aux États-Unis. Alors, en quoi consiste l'hôpital magnétique? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Alors, quelques mots. Donc, l'hôpital magnétique, c'est vrai que c'est des mots qu'on entend en France assez souvent. C'est des concepts qui sont attractifs. Donc, l'idée, voilà, c'est que l'hôpital soit comme un aimant qui attire et retient les professionnels. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il a été en fait créé par l'Association des infirmiers américains, ANA, qui du coup a créé un label. Donc, il y a tout un processus d'accréditation, comme il peut y avoir pour l'accréditation en France. Et donc, ce label, il a pour but de dire, l'hôpital, c'est pas seulement des médecins. L'attractivité, la fidélisation, ça doit pas être seulement des médecins, c'est aussi les infirmiers. Et donc, c'est vraiment de mettre le focus sur les compétences infirmières en tant que telles et comment maintenir et attirer et fidéliser ces personnes. Donc, évidemment, bon, il y a une partie sur les éléments financiers, mais le focus, il est vraiment pas là. Il est vraiment sur le fait de créer une reconnaissance structurelle pour le corps infirmier à l'hôpital, c'est-à-dire de prioriser le développement de leurs compétences propres, de dire les infirmiers ils peuvent participer à la recherche et ils ont des actions de recherche qui sont intéressantes. C'est de les former en continu pour qu'ils restent au top des connaissances dans leur secteur. C'est du coup aussi de suivre les indicateurs de la qualité des soins infirmiers. Ça va être les chutes, les escarres, toutes les compétences infirmières qui sont mises en place. Et donc, je trouve que c'est intéressant de se dire tous, qu'un établissement se dise, voilà, aujourd'hui, notre problème, c'est pas seulement d'attirer des médecins, même si ça l'est, hein, enfin, je pense que ça l'est dans beaucoup d'hôpitaux en France, mais c'est aussi, aujourd'hui, le problème, il va beaucoup plus loin, les enjeux, ils vont beaucoup plus loin, et c'est aussi d'attirer des professionnels paramédicaux voilà, de qualité, motivés, qui vont rester impliqués dans les soins. Donc ça, c'était un des premiers éléments dont on parle beaucoup et où je trouvais que c'était intéressant d'aller un peu plus loin. Je pense que j'avais dû aussi publier un article sur ce sujet sur mon blog qui s'appelle Hôpital Trotter. J'avais de mémoire écrit un article là-dessus. Absolument. Alors, donc là, on parle effectivement d'un label qui a été créé avec les hôpitaux magnétiques. Alors, hôpitaux aimants, c'est assez drôle de voir qu'il y a un double sens hein, en français, d'autant plus. Oui. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire comment on adresse aussi des leviers de motivation intrinsèques, à savoir le fait de pouvoir apprendre et progresser chaque jour. Donc ça, c'est aussi des dispositifs qui font partie des hôpitaux aimants. Donc, il y a cette notion à travers des pratiques professionnelles, la reconnaissance structurelle,
les nouvelles connaissances. Quels sont les autres critères, justement, propres aux hôpitaux magnétiques et aussi qu'on pourrait imaginer pouvoir transposer en France et comment le transposer? Alors en fait, il y a pas de on lit toujours, il y a une clinique Pasteur à Toulouse qui aurait créé un référentiel de l'hôpital magnétique en France. Mais si la clinique Pasteur nous regarde, je veux bien qu'ils me contactent parce que je n'ai pas vu grand-chose depuis quelques années. Je pense que on parle toujours de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est la reconnaissance à l'hôpital et notamment pour les professions infirmières? Et effectivement, il y a les questions de grille de rémunération, mais ni vous ni moi, on a la main là-dessus. Je pense que le fait de dire que dans une unité, les compétences infirmières, elles sont aussi importantes que les autres, que les formations, et ça va aussi dans le fait de dire qu'il faut continuer à développer ces connaissances sur le secteur infirmier, les nouvelles pratiques, les nouvelles méthodes, les nouvelles technologies. Tout ça, ça contribue à ce que les soignants aient aussi dans leurs compétences propres, parce qu'il y en a beaucoup, que les soignants aient une autonomie et une marge de responsabilité dans le domaine qui leur est respectif. Et je pense que la création des IPA, les infirmiers en pratique avancée, ça va aussi dans ce sens de permettre aux professionnels d'être épanouis dans leurs compétences professionnelles, parce que c'est pas des métiers d'application. Quand on est infirmier, maintenant, on a un niveau master. Donc, on a envie aussi d'avoir son domaine de compétences et d'être reconnu dans sa spécialité. Je pense aussi, effectivement, je lis des témoignages de participants qui parlent du CHU de Dijon, en plus de la clinique Pasteur. En fait, effectivement, il y a des modèles d'inspiration. Je pense aussi à ce qu'a mis en place le professeur Philippe Colomba dans toute cette réflexion en France. Et à mon avis, au niveau managérial, ce qui est intéressant, c'est de se dire, quand on voit l'ampleur des râteaux hiérarchiques, parfois un cadre de santé encadre entre 20 à 70 personnes, c'est aussi de se dire comment identifier des personnes et les responsabiliser davantage pour aussi créer et favoriser ce développement des pratiques et des équipes un peu plus autonomes. Donc, et la confiance, je pense que ça va aussi là-dedans, de se dire que chaque professionnel, dans son niveau de responsabilité qui lui est propre et dans son métier, on peut lui faire confiance pour avoir une marge d'autonomie et d'activité. Je pense que pour pas rester du coup, voilà, et de reconnaissance, c'est ça, confiance et reconnaissance, je pense que ça va un peu ensemble. On peut du coup, alors on savait pas trop s'il fallait aller plus en profondeur dans les sujets ou en évoquer plusieurs. Moi, je suis plutôt partante pour en évoquer plusieurs et puis que si absolument. besoin, il y a des questions qui nous sont envoyées, qu'on reprévoit un deuxième point s'il y a un des sujets qui vous intéresse particulièrement. Mais j'aurais aimé, on en a encore d'autres, mais un des deuxièmes éléments dont j'aurais aimé parler, c'était sur la Mayo Clinique. On avait organisé en 2019 déjà une conférence avec le CNEH où on avait invité des médecins et des soignants de la Mayo Clinique à venir chez nous. Donc c'est un hôpital de soins, un groupe de santé aux États-Unis qui est numéro 1 dans plein de classements, etc. Et qui est particulier en fait parce qu'ils mettent vraiment l'accent sur les équipes pluridisciplinaires et le fait que les médecins, les soignants et les administratifs doivent vraiment travailler en trio et sont vraiment complémentaires dans l'offre de soins. Et donc, une des choses qu'ils font, qui moi, du coup, en tant qu'ancienne DRH, m'a intéressée, en tout cas, c'est que les médecins, notamment, ils les recrutent en CDD, donc en contrat d'un an, c'est connu, ça ne les empêche pas d'être attractifs. Et donc, ces médecins font 1 ou 2 CDD d'un an. Et avant d'être titularisés, entre guillemets, ou en tout cas de passer en contrat permanent, il y a une évaluation 360 par l'équipe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une évaluation 360? On demande à l'équipe, donc toute l'équipe, de l'aide-soignante à l'infirmière, en passant par les autres médecins, le cadre, etc., le chef de service, ce qu'ils pensent de ce médecin et s'ils ont envie que cette personne soit un membre permanent de leur équipe. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant en termes d'attractivité et de fidélisation. Parce que quand votre avis, il compte pour décider avec qui vous allez travailler, mine de rien, oui, on est loin de la France. Effectivement, on est assez loin de la France, mais
est-ce que c'est impossible pour autant? D'une manière à penser, hein, je ne dis pas que c'est exactement comme ça. Euh, donc, il y a au moment de l'embauche, il y a aussi les évals 360 pour au moment des évaluations annuelles, par exemple, de demander à chacun son avis, y compris pour les cadres, y compris pour les directeurs des soins, y compris pour les DRH, de Juste pour dire nos être un interlocuteurs, bon membre de l'équipe, c'est aussi que les autres personnes de l'équipe aient envie de travailler avec vous, quoi, et du coup d'être évalué sur ces critères-là. Émilie, je me permets juste pour les personnes qui nous rejoignent notamment et ceux qui ne savent pas forcément ce qu'est une évaluation 360, le principe, c'est que l'évaluation se fait pas seulement par la hiérarchie, mais aussi par ses pairs du même niveau hiérarchique, voire ses subordonnés. Et encore une fois, c'est une véritable approche qui est en train de se transformer en France. On l'a vu avec l'obligation notamment de systématiser l'entretien annuel avec le nouveau manuel de la Haute Autorité de Santé. Cet entretien, il faut les conduire plus régulièrement, plus fréquemment. Et cette culture, on va dire, du retour d'expérience permanent permet de se nourrir, d'apprendre les uns des autres. Donc, la question que j'ai envie de vous renvoyer aussi à tous nos participants et participantes, c'est à quel point, sur une échelle de 1 à 10, vous estimez que dans votre établissement de santé, dans votre organisation, il y a cette notion de culture du retour d'expérience. Et c'est, voilà, est-ce que vous êtes plutôt proche de 1, 2 ou 7, 8? Et qu'est-ce qui manque pour vous approcher de 10? Et c'est une question importante parce que on le voit avec l'essor de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, d'une médecine plus intégrative. Il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements. Et la crise du Covid aussi a été une mise à l'épreuve avec ses opportunités et ses difficultés, qui suppose de créer de plus en plus de retours d'expérience, d'apprentissage. Et donc, le feedback 360 est un moyen d'apprendre aussi de chacun, de ses pairs, de ses N-1, de ses N+1. Et donc, c'est aussi, ça suppose un certain courage, Émilie, justement, sur ce concept de recevoir un retour d'expérience de moins de -1. Du coup, comment créer cela aussi comment l'accompagner d'un point de vue changement organisationnel? Quelle est ta perspective là-dessus? Je pense qu'il faut être prudent et je pense que ça nécessite quand même une formation de tout un chacun parce que ça peut être très violent, hein. Quand on pense qu'on essaie de bien faire son travail et que les retours, ce qui est le cas quand même de 95% des gens, hein, mais c'est voilà, il faut d'une part soit être capable d'entendre les critiques et que les critiques soient formulées de manière constructive parce que juste dire j'aime pas votre façon de parler. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, ça peut dire tout et son contraire. Donc, je pense qu'il faut vraiment former les équipes et apprendre à chacun. Mais du coup, ça vaut pour cet exercice-là de l'évaluation, mais ça vaut aussi pour comment on parle aux patients, comment on échange avec les patients, comment on échange entre collègues, de pouvoir dire là, tu as fait ça comme ça, ou vous faites ça comme ça. C'est pas c'est pas c'est pas la façon dont j'aimerais que ça puisse fonctionner. Absolument, un prérequis pour que ça fonctionne, cette culture du retour d'expérience, c'est de former et de créer aussi un modèle sur comment favoriser le retour d'expérience. Il est démontré d'un point de vue scientifique que si vous avez un retour d'expérience à faire à quelqu'un, il faut toujours commencer par ce qui est positif, ce que la personne fait bien. Et Voilà. ensuite, elle est beaucoup plus réceptive à voilà ce que tu peux améliorer, voilà ce que j'ai observé, voilà la conséquence, voilà l'alternative que je propose et l'impact. Et du coup, ça, c'est aussi un prérequis essentiel. Voilà, sur la manière de formuler les Favoriser choses. ce Ce qui est intéressant, donc ça, du coup, ça fait le lien avec un des autres sujets que je voulais aborder parce que je vois que ça ressort aussi dans les commentaires. C'est le fait que tous les membres de l'équipe, y compris les cadres dans leur équipe de cadres, hein, mais aient l'impression que quand ils proposent quelque chose, ce soit entendu, ou que quand ils font une critique sur quelque chose, ce soit entendu et que ça ait des conséquences. Et je pense que ça va avec la reconnaissance dont on parle beaucoup. C'est de dire votre parole compte et vous avez un impact sur votre milieu de travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort dans les approches du design. Il y a une de mes collègues directrices d'hôpital, Inès Gravé, qui a passé un an là, en Californie, à Kaiser Permanente, qui est aussi un groupe de santé. D'ailleurs, on organise une conférence avec le CNH en mars, si vous voulez participer. C'est une formation où il y aura du coup des directeurs. Pardon, je fais de la pub, mais on fait tellement de choses en ce moment que je ne peux pas m'empêcher d'en parler.
Et donc, l'approche du design, c'est quoi? C'est de partir de l'expérience, donc on parlait de ça, de l'expérience, par exemple, dans un service. Souvent, voilà, l'exemple qu'on prend généralement, c'est sur un service de consultation, par exemple. On va partir de l'expérience de tout un chacun, donc des patients, comment le rendez-vous est organisé en amont, comment ça se passe quand ils arrivent, comment ça se passe avec le docteur, comment ça se passe après, et puis avec les professionnels. Est-ce qu'ils courent partout? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est structuré? Etc. Donc, on part de ça d'une manière assez empathique, du coup, en essayant de comprendre concrètement comment ça fonctionne. Ensuite, on définit le problème. Voilà, quel est le problème concret qu'on cherche à régler? Et ça, c'est vrai que de ne pas proposer des solutions, mais vraiment comme ça, mais de partir d'un problème, c'est important. Ensuite, on a une phase d'idéation où là, du coup, il y a des vraies compétences dans le monde du design où, en gros, on se dit, bah, d'habitude, on pense toujours à tel type de solution. Là, peut-être qu'il y en a plein d'autres auxquels on ne penserait pas, surtout en demandant à des gens à qui on ne demande pas leur avis d'habitude, pour essayer de trouver des solutions concrètes. Ensuite, on fait un prototype. Donc, ça va être, par exemple, on peut penser dans un service de consultation, ça va être un système d'affichage du temps d'attente, par exemple, ou ce genre de choses qu'on teste tout de suite. Et puis, donc, on teste, on vérifie que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on arrête tout de suite. On ne passe pas 6 mois à développer une solution. Puis après, on ne peut plus arrêter parce qu'on y a quand même passé 6 mois. Et puis, c'est dommage parce que tout le monde y a mis beaucoup de temps, etc. Donc, on teste, on essaie, on échoue, on recommence. Et du coup, on implique les professionnels et les patients dans la démarche. Donc, comme ça, eux, ils ne peuvent pas après, du coup, arriver en disant « Ah, c'est nul, c'est complètement déconnecté de ce qu'on fait. » Ah, oui, mais c'est votre collègue Sylvie qui l'a proposé. Venez, Sylvie, expliquer pourquoi. On a aussi pensé que ça serait mieux, mais finalement, ça ne l'est pas. Donc, ces approches du design, c'est vraiment, vraiment intéressant pour partir de l'expérience des patients ou des professionnels. Absolument. Et en fait, je crois que justement, pour faire le lien avec notre sujet, la crise sanitaire a créé aussi des déblocages. C'est-à-dire que je vois une question qui est intéressante, c'est Élodie qui dit mais comment ça se fait qu'on ait peur du 360 degrés alors que ça se fait dans les entreprises, dans l'industrie, la logistique. Je pense qu'il y a, d'un point de vue historique, les établissements de santé en France héritent de beaucoup de cloisonnement. On est dans un système un peu colbertien. C'était un de mes rapports d'étonnement. Moi, qui travaille dans l'industrie, des startups dans 3 continents différents, ça a été assez frappant de voir les différences qu'il peut y avoir à la fois entre les services, entre les métiers. Et il y a des personnes qui savent très bien faciliter cette coopération, d'autres où c'est plus difficile. Et ce qui fédère, c'est l'intérêt général. Et je crois que pendant la crise du Covid, justement, alors désolé, j'ai du mal à dire de la Covid. Il y a eu un décloisonnement très fort de toutes ces contraintes qui pesaient sur l'organisation, ces blocages administratifs où tout le monde devait se fédérer très vite dans l'urgence. C'est un exemple de design thinking absolument intéressant. Ce qui s'est passé en Italie, ça a été des masques, quand il manquait des intubations, il y avait des prototypes de masques qui ont permis de secourir certains patients avec les masques Décathlon qu'on connaît, qu'on voit dans la mer. Donc ça, c'est un exemple très intéressant de se dire, je pars du terrain pour expérimenter, tester, avoir un retour très vite, très efficace et ajuster le prototype que je développe pour apporter une solution à un problème identifié. Et au-delà de ça, je pense que d'après ce que j'ai lu, parce que du coup, moi, je suis assez loin. Là, j'étais aux États-Unis, maintenant, je suis en Allemagne, donc je ne travaille plus à l'hôpital en direct. Mais ce que j'ai lu des retours que je peux lire notamment sur Twitter, en ce moment, je suis pas mal Twitter, et il y a pas mal de médecins et de soignants qui écrivent dessus. Bref, c'est que le fonctionnement en cellule de crise, avec des problèmes énormes à régler de manière extrêmement urgente, finalement, c'est ça un peu les approches du design. C'est on a ce problème, d'ici demain, il faut qu'on double notre capacité en lit de réa. Bon, comment on fait? Et du coup, tout le monde avec toutes ses forces autour de la table, donc voilà, c'est aussi, et certains, malgré la difficulté énorme de la crise, ont apprécié cette réactivité en fait pour résoudre les problèmes du quotidien. Et du coup, le retour à la normale cet été a été assez pénible parce que là, il y avait vraiment cette impression, d'une part, de faire collectif face à la crise. Bon, je ne sais pas dans tous les établissements, mais en tout cas dans beaucoup, j'imagine. Et de l'autre, de trouver des solutions problèmes aux irritants, c'est comme ça qu'on appelle ça, aux irritants du quotidien. Donc, c'est assez intéressant. Absolument. Justement, le deuxième point clé que nous avions identifié pour
accompagner justement le personnel encadrant, c'était le soutien à la santé mentale et plus largement finalement à la qualité de vie au travail des équipes pour les rendre acteurs de cette qualité de vie au travail. Et donc, tu avais un exemple à partager notamment au Québec à ce sujet-là. Émilie, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Au Québec, donc effectivement, c'est une destination où, avec Dialogue Else, on aime bien aller. Et puis, c'est un modèle qui est intéressant, en plus d'être francophone, ce qui permet un échange très proche. Ce qui est intéressant au Québec, alors certains, eux-mêmes trouvent que parfois c'est un peu une contrainte parce que ils ont des fonctions managériales qui sont très développées par rapport à la France. Et notamment, ils ont des postes de conseillers en développement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans les hôpitaux, hein, on parle toujours de là, c'est dans les CIUS, les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, qui sont en gros des énormes superstructures qui vont regrouper un CHU, des hôpitaux de proximité, des EHPAD, toute la filière handicap. Enfin, bon, c'est des énormes structures de 11 000 agents à peu près. Et donc, ils ont des pôles, des conseillers en développement qui sont des professionnels qui, en fait, sont dédiés et formés à l'accompagnement de la transformation et au soutien, notamment des cadres, dans la mise en place de tous les projets et de tout ce qu'il leur est demandé en fait, de faire au quotidien pour accompagner les évolutions de l'hôpital et des pratiques. Et donc, les missions de ces conseillers en développement, ça va être notamment de faire du coaching avec les cadres et les équipes qui ont des projets à mener, mais surtout avec les cadres du coup. De penser avec les cadres le développement professionnel et la formation des cadres et des équipes, d'accompagner les carrières des cadres, de repérer les hauts potentiels, les personnes qui du coup après pourraient aussi devenir cadres, de créer des outils et de participer à tous les programmes de participation, valorisation, maintien des compétences. Et donc, c'est vraiment un rôle pour être là. Par exemple, si on sait telle unité, ils vont devoir faire, ou ils ont décidé de faire tel projet, et ben, il y a un conseiller qui va venir aider le cadre à réfléchir comment elle va le faire, réfléchir avec l'équipe comment ça va être mis en place, voir s'il y a besoin de formation, enfin vraiment être un support. Et ça, je pense que c'est vraiment une ressource qu'on peut avoir en interne, parfois en externe autrement. Hein. Bon, du coup, ça fait un peu c'est ce que fait Chakari, hein, j'imagine, ce rôle de soutien pour l'encadrement et les autres professionnels, les médecins ou autres. Et je pense que de savoir qu'on n'est pas seul et qu'il y a quelqu'un qui va nous aider à réfléchir à comment se restructurer, mais même juste intégrer une nouvelle pratique, intégrer une nouvelle technologie, juste mettre en place un projet d'équipe, revoir la manière dont on fait les plannings, par exemple, ce genre de choses. Ça peut être assez intéressant. Je vois quelqu'un qui est coach, coach professionnel, parce que du coup, on s'était dit, ça serait bien aussi de donner un peu des actions activables. Donc, ce que je dis du coup aux directeurs ou autres, c'est de regarder dans leur équipe s'il y a des coachs certifiés. Et du coup, il n'y a pas besoin d'aller recruter en extérieur, de faire appel aux forces vives qu'on a dans son hôpital, dans ses équipes. Je pense que c'est vraiment très important. Et je pense que ça soulagerait, même moi, en tant que j'étais DRH, par exemple, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'écoute, qui me dise « Ah bah oui, là, c'était pas facile, mais tu as fait de ton mieux. Tu aurais peut-être pu faire comme ça, mais bon, déjà, c'était bien ce que tu as fait. Ou bah voilà, pourquoi ça a échoué. À prendre un peu du recul. Oui, voilà, c'est dommage de quitter son établissement quand on pourrait apporter des compétences. Après, je voyais à un moment, il faut que la ligne hiérarchique soutienne. Parce que si le directeur ne voit pas l'intérêt du coaching, vous pourrez être coach, mais il ne vous dégagera pas de temps, vos missions ne seront pas valorisées, les gens ne seront pas au courant de ce que vous faites, et je pense que c'est important qu'il y ait une Je vais cohérence. juste rebondir là-dessus parce qu'il y a une question aussi sur la culture du coaching et du développement professionnel n'est pas forcément suffisamment intégrée dans les politiques RH. Alors, c'est en train de changer, encore une fois, parce que dans le nouveau manuel de la Haute Autorité de Santé, il y a maintenant un paragraphe dédié justement à l'accompagnement du personnel encadrant via du coaching et de la formation managériale. Donc, c'est maintenant plus une option, c'est une obligation qui va être revue par la HAS. Et je pense qu'il y a aussi un facteur un peu culturel, et c'est pour ça que la perspective internationale est intéressante. C'est-à-dire que
dans le milieu de la santé, on est dans les sciences dures, du scientifique, du solide, et la tendance naturelle est d'aller se former sur des sujets scientifiques, ce qui est important et sans doute très nourrissant pour beaucoup. Et en fait, le pendant, c'est que si on met de côté la dimension managériale pour laquelle, il faut le reconnaître, les médecins sont très peu formés au cours de leurs années de médecine. Pour les cadres de santé, il y a aussi l'école des cadres, mais malgré tout, il y a aussi des vrais défis, notamment pour le faisant fonction, qui est 1 an où on est vraiment mis dans le bain et pas forcément avec beaucoup d'accompagnement. Et donc, c'est là aussi où il faut identifier ces moments clés dans le parcours professionnel pour lesquels il faut créer du soutien. Et cette initiative au Québec est très intéressante et je pense que tous les établissements de santé gagneraient à développer cette culture du coaching, de l'accompagnement, en diffusant, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite faire aussi chez Chakari, c'est l'accès simple à du contenu, à des coachs qui viennent aussi transmettre des connaissances en interne pour que, à terme, les établissements soient autonomes. Nous, on serait ravis que les établissements de santé et diffusent massivement cette culture. Et je vois que c'est très inégal en France, mais il y a des établissements qui prennent le sujet à bras-le-corps. Alors, justement, parce qu'il y avait aussi un lien sur l'évolution un peu du modèle managérial, ça faisait référence aux questions et ça fait référence aussi au 3e grand axe que nous avons identifié ensemble, Émilie, c'est comment faciliter l'évolution d'un nouveau modèle managérial qui fait écho parce que déjà, il y a des nouvelles générations qui sont beaucoup plus exigeantes sur la qualité de l'encadrement, qui sont moins patientes qu'auparavant, les fameuses générations Y. Et donc, comment on l'accompagne et quels exemples tu pourrais citer là-dessus, Émilie? Je pense que ces questions sur le modèle managérial, elles sont très importantes. Et quel que soit le métier à l'hôpital, elles sont aussi très inquiétantes pour les personnes qui sont en poste de perdre sa légitimité, son précaré et ce qu'on pense qu'on sait faire et qu'on veut faire. Donc, c'est un vrai bouleversement culturel. L'exemple qu'on peut prendre et qui se développe un peu en France, c'est Buurtzorg aux Pays-Bas. En France, c'est Soignons Humains, l'association qui du coup porte ces messages-là. Et donc, Buurtzorg, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est pas à l'hôpital, hein, c'est dans des les soins à domicile. Ouais. Sachant que donc, je viens de discuter avec Guillaume Alzac, là, qui porte Soignons Humains en France, et qui me disait qu'en France, il y a des EHPAD, notamment, qui s'essayent au je sais pas comment on appelle ça, au management L'entreprise libéré, libérée, oui, aux ça équipes fait… autogérées, finalement. Donc, ça existe un peu en France. Donc, du coup, Buurtzorg, leur but, c'est vraiment d'avoir une vision holistique des soins, donc une vision globale qui dépasse les petits bouts par lesquels les différents intervenants prennent le soin autour d'une personne, et du coup, de se concentrer sur la relation, notamment la relation de soins. Et donc, l'idée, c'est que au niveau de… Donc, ils définissent un territoire, une zone géographique, on va dire, qui fait, là, dans leur exemple, moins de 10 000 habitants. Sur ce territoire, ils créent une équipe donc, d'infirmiers, notamment, qui, du coup, va être chargée de répondre aux besoins de cette population sur le territoire. Et donc, une équipe de quartier est composée de plusieurs personnes. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de supérieur hiérarchique. Tous les personnes sont à égalité et les rôles tournent, que ce soit le rôle de faire le ménage dans le local, que le rôle de planifier les tournées, par exemple. Et le recrutement même se fait au niveau de l'équipe. Donc, ils recrutent aux Pays-Bas 1200 nouveaux collègues par an. Et c'est l'équipe elle-même qui recrute ses collègues à venir. Personne ne prend le leadership et l'animation de l'équipe. Et s'ils le font, c'est seulement sur une durée limitée, avec du coup des fonctions qui tournent. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'à la Mayo Clinic, ils ont ce même concept qu'on n'occupe pas une fonction hiérarchique plus que 3 ans ou 6 ans. Même le président de CME ou les chefs de service, c'est 3 ans, c'est 6 ans, et puis après, on arrête, on retourne aux soins, on prend une autre fonction, plus qualité, plus je ne sais trop quoi. Mais le leadership n'est pas fait pour être géré dans le temps, c'est des fonctions qui doivent tourner. Et du coup, donc les soignants de Buurtzorg s'organisent eux-mêmes sur un territoire pour répondre aux besoins. Il y a une microstructure
administrative, on va dire, bureaucratique, pour la facturation notamment. Donc, ils ont créé une plateforme, un site web qui, du coup, le but, c'est vraiment de faciliter au maximum, de limiter la perte de temps sur des tâches bureaucratiques, administratives, factures, etc. Et vraiment essayer de recentrer les soignants sur le soin. Et donc, ce qui est assez intéressant, ce qui pose aussi un peu question dans un autre registre, mais c'est que l'infirmier, l'infirmière, ils vont tout faire auprès de la personne. Donc, ça peut aller voilà, de prendre le café, de faire la toilette, de donner les médicaments. Donc, c'est vraiment, ils s'occupent de cette personne. Et du coup, ils répondent à tous ses besoins. Et c'est assez intéressant. Après, je vois que 10, c'est quasi impossible à installer en France. Oui et non, parce que en fait, de fait, il y a des organisations qui le font. Je vous invite à regarder Soignons Humains. Soignons Humains, voilà, ça s'appelle. Et eux, ils s'y mettent, avec des équipes, ils essaient de le faire. Du coup, la question en France, elle est aussi sur les modèles financiers, en fait, parce qu'il faut penser sortir des cadres habituels pour permettre ce genre de choses. Et donc c'est intéressant de se dire qu'on est un peu dans des cadres dont on n'imagine pas qu'on puisse en sortir, on va dire. Et alors que peut-être, en fait, ce serait possible de se dire, bah, finalement, on dirait qu'on ne peut pas le faire, mais en fait, En on fait, pourrait. les facteurs clés de succès de fonctionnement d'une organisation un petit peu libérée ou très décentralisée, c'est d'avoir des équipes très bien formées, très autonomes, et je dirais qu'ils sont capables aussi de créer simplement des process et de les faire évoluer. Et c'est ce qu'a… Du coup, ça ne convient pas forcément à tout type de structure, ça ne convient pas à tout type d'organisation. Cela étant dit, c'est une tendance de fond qui est en train d'émerger, qui a été testée en France avec Soignants Humains. Il y a le CH de Valenciennes aussi qui a un modèle assez innovant avec beaucoup d'articles là-dessus, de littérature. Ce qui est intéressant à Valenciennes, c'est qu'ils utilisent le cadre réglementaire qu'on connaît tous, hein, c'est la délégation au pôle, enfin tous dans les hôpitaux publics en tout cas. Juste, ils poussent la logique jusqu'au bout avec une vraie délégation de budget, de capacité à recruter, voilà, d'abolir les silos, de dire bah, c'est les médecins et les soignants qui sont au premier plan, donc bah, on leur donne la main pour décider, aller jusqu'au bout de la logique de la loi HPST et du coup de dire vraiment les pôles, bah voilà, vous y allez, vous êtes autonome, on vous donne les compétences et le pouvoir et on vous forme pour aller au bout de cette logique. Alors, je vois qu'il y a une question qui a été posée. En fait, on va commencer à faire la question. Enfin, on a pris les questions au fur et à mesure et on On a continuera encore ensuite par un combien de temps dernier. qu'on sache Voilà, jusqu'à 45. Et on, D'accord, ah oui. voilà, on a une dernière destination un petit peu plus en Asie. Après, mais par quel levier est-il possible d'apporter une réflexion auprès des directions d'hôpitaux pour amener un nouveau modèle de management? Donc, c'est une question qui est ça fait par Maud. ça fait partie des missions que je me suis confiée et que j'essaie de faire à mon très humble niveau. Mais je pense que nous, de regarder ce qui se fait à l'étranger, de regarder les nouvelles approches, de se dire, bah, voilà, un hôpital, c'est à peu près le même. Hein. Là, j'habite en Allemagne, mon mari s'est cassé le poignet, on a été à l'hôpital, le service d'ortho, c'était enfin, vraiment, j'aurais pu être à Avicenne en région parisienne, quoi. C'était vraiment copier-coller. Et donc, si eux, ils peuvent faire des choses, pourquoi nous, on ne pourrait pas? Et du coup, je l'accentue beaucoup, voilà, ce que je disais sur les approches du design, les approches de la transformation, des organisations, du management. C'est vraiment des axes sur lesquels je travaille avec tout un réseau du coup, de collègues. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me contacter sur LinkedIn ou autre. On vous mettra, on a demandé les liens. Je pense que là, on aura du mal à tout remettre, mais peut-être dans les commentaires quand la vidéo sera partagée, on pourra remettre toute la sorte de petite bibliographie qu'on propose. Mais ouais, juste pour dire sur l'approche de tout ce qu'est la transformation de la culture, le soutien, on a publié là récemment une visite d'études virtuelle du LABA, le laboratoire de design du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, où il y a l'hôpital Sainte-Anne, qui du coup utilise les approches du design et de l'accompagnement culturel pour voilà, accompagner les 3 hôpitaux du GHU qui ont fusionné du coup l'an dernier, et du coup accompagner les équipes sur
créer des nouvelles organisations. Donc, voilà, avec nos visites virtuelles, avec nos voyages d'études, avec les conférences qu'on peut faire, on essaie à notre petit niveau. Mais donc, si vous êtes à l'hôpital et que vous avez aussi envie de faire ça, c'est éventuellement de partager des ressources, de partager des articles que vous aviez lus. Même, je suis sûre que dans vos collègues proches, il peut y avoir une ou deux personnes qui ont envie de réfléchir et peut-être pas du coup de se dire il faut que je convainque le DG, mais dire tiens, si j'en discutais avec des collègues et qu'on lisait des choses, on réfléchissait ensemble et qu'au moins à votre petit niveau déjà, sur quoi vous avez la main, vous puissiez commencer à réfléchir sur les organisations. Effectivement, juste pour compléter, je suis tout à fait en ligne avec ce que vient de partager Émilie. Et les 3 grands leviers que je vois pour apporter une réflexion, il y a le volet innovation qu'évoque Émilie, et je trouve que le travail que tu as fait est formidable avec ces voyages interculturels qui permettent d'ouvrir son esprit, de prendre conscience de ce qui existe et de se dire qu'est-ce qu'on peut transposer en France concrètement. Et plus on partage, et c'est le but de ces webinaires aussi, plus on favorise le partage de bonnes pratiques, on crée des communautés apprenantes, plus on gagnera à faire bouger les lignes de son établissement. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est un levier de qualité de vie au travail. Tous les projets d'établissement ont dans leur projet d'établissement des liens sur la qualité de vie au travail, et tout ce qui est développement des compétences, développement aussi des initiatives de partage des connaissances, des projets qui peuvent être liés aux patients ou sinon au développement des compétences managériales sont des points importants de la qualité de vie au travail. Le troisième, c'est un levier qui parlera aussi, qui est plus financier. Et quand on parle de coûts liés à l'absentéisme ou à la rotation de personnel, c'est extrêmement important. On estime qu'une personne qui quitte un établissement qui est qualifié, ça coûte environ 70 000 € entre le coût de recrutement, le coût de formation. Et donc, les priorités qu'on voit, en tout cas nous, au quotidien, c'est retenir, attirer, fidéliser. Et du coup, il faut investir dans le prévenir plutôt que guérir, parce que ça coûte en fait finalement très cher sur le plan humain. C'est triste, et financier. Quelqu'un qui part en burn-out parce qu'il était surmené. Et donc, comment justement équiper à la fois les encadrants, mais aussi l'organisation, et transmettre, diffuser cette culture à tous les niveaux. C'est en tout cas notre mission aussi qu'on se donne chez Chakari. Donc voilà un petit peu le point que je voulais mentionner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et on voudrait aussi vous faire voyager avec Émilie pour les minutes qui nous restent ensemble, pour vous donner un petit peu d'oxygène en Asie, parce qu'il y a un exemple qui est très intéressant, qui est aussi lié aux patients. Donc, je te laisse présenter cette initiative, Émilie. Voilà, on voulait finir sur une note, alors là, qui détonne, hein, pour le coup, qu'on a vraiment du mal à imaginer en France. C'est un accueil de jour au Japon qui s'appelle Aoicare, sur lequel on a aussi fait une visite virtuelle, ou dans lequel on a fait une visite virtuelle. Et en fait, c'est intergénérationnel. Donc, c'est un accueil Alzheimer complètement ouvert sur la ville. Dedans, donc, les personnes âgées du quartier, là, qui sont 10 ou 12, sont accueillies. Il y a une sorte de restauration. Du coup, elles participent à faire la cuisine. C'est une cantine où les gens du quartier peuvent venir pour manger. Donc, c'est vraiment, il y a de la vie, il y a du passage. Il y a des lieux qui sont prévus pour les écoliers du quartier, pour qu'ils viennent faire leurs devoirs, pour qu'ils discutent avec les personnes âgées, vraiment créer du lien au quotidien intergénérationnel. Et alors, c'est là, du coup, où on pourrait se dire que ça pourrait être fait en France, les professionnels ont le droit de venir avec leurs enfants. Donc, ils ont le droit de venir travailler avec leurs enfants. Les plus petits sans doute, hein, quand il n'y a pas forcément de mode de garde. Et du coup, les bébés, les petits-enfants passent la journée dans l'accueil de jour. Du coup, c'est un lieu de vie, donc ils sont toujours sous le regard des uns et des autres. Mais du coup, les personnes âgées s'en occupent, même avec Alzheimer ou pas. Les gestes pour prendre soin d'un enfant, surtout dans un environnement où il y a toujours plein de monde, ça fonctionne. Et donc, je trouve que ça questionne en termes de qualité de vie, parce que j'imagine que toutes les personnes qui ont des enfants ont un jour ou l'autre eu un problème de garde, et de se dire, même si ce n'est pas tout le temps, mais je peux emmener mon enfant et du coup, je n'aurai pas de problème. J'ai mon esprit tranquille, je peux travailler et en même temps mon enfant. Et en plus, ça apporte des choses aux personnes avec qui je travaille, parce que les personnes âgées, elles adorent les bébés, elles adorent pouvoir passer leur journée avec des petits-enfants, ça leur fait leur journée.
Donc, pourquoi pas, si vous avez un accueil de jour pour personnes âgées, autoriser vos professionnels à venir avec leurs enfants. Et du coup, voilà. Et oui, effectivement, on pense tout de suite problème d'assurance, etc. Mais en vrai, est-ce que c'est 100% vrai? C'est Ah, voilà, effectivement, c'est les questions à poser. Voilà, pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous en empêche vraiment? Se il y a, questionner sur nos freins réels ou psychologiques. Je trouve que c'est une bonne façon de finir cette discussion sur les conditions de travail des encadrants. absolument, et c'est un très bel exemple, rafraîchissant. Effectivement, Maud mentionne que il y a déjà en France des crèches qui sont à côté d'EHPAD, et il y a cette culture de l'intergénérationnel Mm. Oui, mais qui se c'est à crée. côté, c'est pas dedans. Mais c'est vrai que c'est pas dedans. Mm. On se voit derrière la vitre. Et là, le Oui, côté où on se voit concret, une ou deux fois par semaine ou 1 heure par jour. Mais là, si la cantine, c'était la même pour tout le monde, en fait. ça, c'est extrêmement audacieux. Il y a sans doute des freins culturels. Et je trouve qu'il y a une question qui a été posée très intéressante aussi. C'est la dernière question qu'on va prendre. Et ensuite, on vous laissera sur justement ce voyage en espérant qu'il a été instructif et inspirant, et que ça permet de retirer des enseignements pratiques. C'est aussi qu'est-ce que les pays étrangers pourraient retirer de ce qui se fait en France. Et je trouve que c'est une question très intéressante. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le côté universel de notre système de santé. Je pense qu'on est dans Mm. une exception française, et on l'a vu avec ne serait-ce que les tests pendant la crise du Covid, ou dans d'autres pays, c'est très onéreux de se faire tester. En France, la gratuité, la gratuité des soins pour le plus grand nombre, en tout cas le fait que ce soit très très bien couvert par l'assurance maladie, c'est un vrai privilège et un luxe dont Mm. on a assez peu confiance. Et il y a d'autres choses. Émilie, quelle est ta perspective à ce sujet? Alors, moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Quand on emmène des délégations françaises à l'étranger, tout le monde nous dit toujours que ce qu'ils font chez eux, c'est peut-être pas aussi intéressant, mais il y a des choses différentes. On a d'ailleurs créé, on s'arrête pas, on a créé un site web qui s'appelle Dialogue Health in France, où du coup on essaie de valoriser les bonnes pratiques du système de santé français et essayer d'attirer bon, ça c'était avant le Covid, hein, d'attirer des délégations internationales en France. Plus à titre personnel, en fait, moi qui ai vécu aux États-Unis, c'est le jour et la nuit, mais je pense qu'on n'imagine pas du tout ce que c'est d'être enfin, malade, même pas du coup tout malade, parce que sans problème de santé majeur, juste les petits problèmes l'entretien de sa santé habituelle. Le reste à charge aux États-Unis, quand on a une assurance, sachant qu'il y a quand même plusieurs millions de personnes qui n'ont pas d'assurance, c'est minimum 500 à 1500 euros. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, potentiellement, vous lâchez 1000 euros de soins, de scanners, de machin. Le reste à charge pour la visite médicale, c'est 30 euros. Donc, juste l'inquiétude de se dire que si on est malade, en plus que ce soit horrible pour sa vie, pour son travail, etc., on va se retrouver avec une dette de minimum 1500 euros par an, probablement plutôt 5000. Ça n'a rien à voir, en plus qu'on peut se faire virer parce qu'il n'y a pas de protection du travail. Donc, je pense que la France, malgré ses difficultés, a un système de santé qui reste très beau et performant, avec du coup des gros enjeux auxquels il faut s'adresser, notamment sur ces sujets de fidélisation des talents, en fait, soignants, cadres, médecins. Euh, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, et il y a des solutions. Donc voilà, avec Inès, on y réfléchit, et ceux qui sont intéressés, on aura des idées pour du coup mieux comprendre les choses et proposer des solutions. Oui, je vois, les cadres font la manche pour aux États-Unis, on fait des campagnes de crowdfunding pour payer les soins de cancer de son enfant, quoi. Enfin, Je mettrai dans le replay et le mail de remerciement le lien oui, oui. que tu as mentionné, Émilie, parce Je qu'il y a vous des mettrai la liste de ce que j'ai personnes fait. J'ai fait du qui name sont assez dropping un demandeurs. petit peu. Donc, on sera ravis justement de garder ce lien avec vous. Avec plaisir, n'hésitez pas, hein, sur LinkedIn, sur Twitter, sur mon blog. N'hésitez pas, avec grand plaisir, même pour intervenir. J'aime beaucoup ça, les échanges comme ça. Merci Martin d'avoir pensé à Ben, m'inviter. un immense merci, Émilie. On a eu beaucoup de participants et puis qui ont été très actifs. On vous a fait voyager aux États-Unis, au Canada,
Au Japon. Au Japon. Du coup, on espère que ce voyage vous a inspiré et surtout que vous allez montrer aussi qu'il y a de très belles initiatives qui se font en France. En tout cas, on est là pour vous accompagner et ravi de poursuivre ces échanges avec vous. Un immense merci. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Émilie. Au revoir.